Merci à vous pour l'invitation. Je ne sais pas pourquoi on a demandé à un Belge de présenter les expériences françaises, mais je ne sais pas. On va voir. Alors, et je vais me focaliser sur ces expériences françaises. Je pense qu'il y a pas mal de sujets qui ont été abordés aujourd'hui, en tous les cas implicitement, et je pense que ces expériences vont peut-être nous aider à ouvrir un peu la conversation. Alors en fait, la France est un modèle du genre en termes de réduction des pesticides, puisque dès 2009, il y a eu un très gros programme, je parle ici que de la première tranche de 361 millions d'euros, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent, avec un objectif ambitieux de réduire de 50% l'usage des pesticides en France en 10 ans, ce qui semble aussi un projet ambitieux, mais on verra que l'Europe a repris le slogan, donc au moins il y a une contamination qui s'est faite. Et ce projet a touché 3000 fermes de référence, donc il y a eu un réseau qu'on a appelé le réseau Défi, où 3000 fermes de référence ont participé. Ces fermes couvraient toute une série de cultures différentes, vous voyez sur le schéma en haut, dont notamment des cultures tropicales, puisqu'une partie des fermes de référence étaient dans les territoires et départements d'outre-mer. Alors ça a été un succès, en fait, ce projet a été un succès, puisque dans les fermes de référence, vous le voyez, on a eu une diminution significative de l'usage des pesticides. On n'est pas arrivé aux 50%, mais on est arrivé quand même à des chiffres en fonction des cultures. Bon, la vigne, c'est un peu coincé, mais il y a quand même des cultures sur lesquelles on a pu avoir des résultats significatifs dans ces différentes fermes. Donc, bonne nouvelle. En fait, ça n'a pas été un succès du tout. C'était une blague, là, ce que je vous ai dit. Les Belges en aiment bien faire des blagues. Parce que si vous regardez l'évolution de l'usage des pesticides en France depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, alors c'est pas facile de trouver des données, donc je vous donne ma source, c'est les données FAO Stat, qui à mon avis sont pas totalement correctes parce que c'est une division des usages par les superficies. J'aimerais bien voir comment ils ont calculé les superficies, mais c'est pas grave. Mais globalement, ça fait ça. Et en fait, quand on regarde dans beaucoup de pays d'Europe, ça fait ça parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a eu quand même une conscientisation sur l'efficacité et donc il a amené à une réduction. Et c'est vrai qu'en Belgique aussi, entre 2000 et 2010, il y a vraiment une réduction de l'usage des pesticides à l'hectare. Mais le problème, c'est que le projet Ecophyto, c'est la zone grise, là. Et donc, en fait, voilà, ça, c'est ce qu'il fallait faire en rouge et c'est ce qui s'est passé en bleu. Donc, ça n'a pas été un grand succès. Alors, le problème, c'est pourquoi dans les fermes du réseau Défi, ça marche et pourquoi à l'échelle du territoire, ça ne marche pas. C'est ça, en fait, la question. Et une des choses que je voudrais vraiment mettre en évidence, et je vous montre cet exemple-là parce que c'est la mission qu'on m'a donnée, mais ça fait maintenant depuis 2006 que je travaille sur la question des verrouillages dans les systèmes sociotechniques. Et je peux vous dire qu'un des gros verrouillages de notre côté, du côté des scientifiques, c'est qu'on parle toujours de pratiques et qu'on parle toujours d'agriculteurs. En fait, les problèmes, ce n'est pas des pratiques et les problèmes, ce n'est pas des agriculteurs. Je suis désolé, mais ce n'est pas ça qui explique le non-changement des systèmes sociotechniques. Et nous sommes dans des systèmes sociotechniques. Alors, après, c'est bien, on a fait Ecophyto 2. Donc, en 2017, il y a quand même une prise de conscience que ça ne marchait pas. Donc, on s'est dit, on va couper l'objectif par 2. Au lieu de faire 50, on va faire 25%. Bon, voilà, je ne vous commande pas le graphique. Je vois que l'objectif a changé, mais la trajectoire n'a pas changé. Alors, comment ça se fait que la trajectoire n'a pas changé? En fait, c'est parce qu'on a oublié quelque chose, c'est ce qui influence fortement l'usage des pesticides, c'est le choix des cultures. En fait, si vous faites du maïs, vous n'utilisez pas beaucoup de pesticides. Mais si vous faites de la pomme de terre, vous en utilisez énormément. Alors si pendant que vous faites des efforts sur le maïs ou sur les céréales, les gars, ils plantent de plus en plus de pommes de terre, mais bien sûr, tous vos efforts s'écroulent. C'est un peu ça le problème. Et pourquoi les gens plantent de plus en plus de pommes de terre? Et là, on a des points communs avec l'Afrique, j'écoutais avec attention Vera, c'est que les pommes de terre, c'est des cultures à contrat. Et les cultures à contrat, quand on a des problèmes de trésorerie, ça tombe bien, parce qu'à la culture à contrat, on est sûr de ce qu'on va avoir après.
Bon, en Belgique, on est spécialiste de la pomme de terre. Vous savez qu'on fait des très bonnes frites. Hein. En Belgique, on produit 8 fois ce qu'on consomme de pommes de terre. 8 fois. Mais en détruisant nos sols et en utilisant des quantités géniales de pesticides. Donc regardez ici ce qui s'est passé pendant la période pendant laquelle on devait réduire la consommation de pesticides. Eh bien, en fait, les superficies des protéagineux, des pommes de terre, des betteraves et des céréales ont augmenté. Et je vous ai mis après le NODU qui est l'indicateur, en fait, de l'impact à l'hectare des différentes cultures. Et donc, si les superficies augmentent pour des cultures qui ont un fort impact en pesticides, alors il y a tout un débat et il faudrait qu'on passe du temps sur ce débat sur l'indicateur. On en a parlé lors du premier exposé. La question de l'indicateur est importante et on pourrait dire que ce NODU n'est sans doute pas un indicateur de toxicité et d'impact. Mais bon, c'est un autre débat, mais clairement, l'explication quantitative, c'est qu'il y a eu un choix de culture qui a contrebalancé l'effort fait sur les pratiques. Et l'autre chose, alors juste un petit passage par la Belgique. En Belgique, voilà les superficies utilisées en Belgique pour les pesticides. Et vous voyez que le bidon de pesticides, là, en fait, hein, eh bien, il y en a 55% qui viennent de cultures qui occupent 10% des superficies. Donc, avec les pommes de terre et les betteraves, 10% de nos superficies, on produit 55% de notre impact pesticide. En Belgique, sur les 10 dernières années, on a gagné 30 000 hectares de pommes de terre et on a perdu 30 000 hectares de prairies. Je ne vous fais pas une photo sur l'effet pesticide. Okay. Alors, ça, c'est un élément. C'est l'élément quantitatif, c'est le choix des cultures, et je vais y revenir dans 2 minutes. L'autre élément, c'est un élément d'apprentissage collectif. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté, c'est que les agriculteurs des fermes pilotes, ils apprenaient à faire mieux, ils utilisaient moins de pesticides, mais ils ne contaminaient pas leurs voisins. En fait, ça ne prenait pas, quoi. La sauce ne prenait pas. Bon, bien sûr, il y a l'hypothèse classique, les agriculteurs, il faut du temps, enfin bon, des trucs un peu simplistes. Et puis, il y a des gens qui se sont quand même penchés là-dessus. Alors, il y a 2 personnes qui se sont penchées là-dessus avec 2 approches tout à fait différentes. Il y a Dominique Potier, qui est un parlementaire français, qui, lui, a fait une réflexion sur l'agroécologie avec une vision un peu plus politique, mais sur base des faits. Et puis, il y a des chercheurs de l'INRAE qui ont, eux, essayé de faire une analyse sociotechnique, sociologique, de voir ce qui se passe. Alors, j'ai combiné les deux, moi, parce que je me disais qu'il y avait peut-être de l'intelligence dans les deux, et je vous mets simplement ce qu'ils ont trouvé. Ce qu'ils ont trouvé, c'est ça. Ce qu'ils ont trouvé, alors, c'est ça, on va zoomer un peu, hein, parce que là, c'est un peu compliqué à regarder, mais je voudrais d'abord vous le montrer comme ça, parce qu'ils ont montré que c'est un système. En fait, c'est un système. Il n'y a pas d'explication simple. Et encore, moi, quand je vois ce système-là, il me manque une quinzaine de flèches. Si moi-même, j'avais dû le dessiner, mais j'ai respecté les sources. Donc, voilà, je vous ai juste mis ce que les sources donnent. Mais moi, j'en rajouterai encore d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce système, en fait? On voit qu'il y a un point central, le cœur du système vers lequel toutes les flèches convergent. C'est en fait l'idée qu'il faut augmenter le rendement et qu'il faut travailler avec des systèmes les plus simples possibles qui s'appuient sur les pesticides. Et en fait, la question des pesticides, que ça soit au nord ou au sud, c'est une question de dépendance au chemin. Les pesticides, c'est le résultat d'un chemin d'innovation, d'un pathway of innovation, on va dire en anglais. Et donc, ce chemin d'innovation, c'est celui du XXe siècle qui a consisté à dire on va utiliser des variétés qui sont très favorables à l'usage d'intrants. Pour pouvoir bien utiliser l'azote, il faut qu'on utilise aussi des pesticides pour accompagner ça, et dans certains cas, qu'on utilise de l'irrigation. Je vous renvoie au papier de Tillman, assez classique. Il y a toute une série de papiers là-dessus, Tillman, Pimentel et compagnie. Ça a été montré des centaines de fois. Et donc, ça, c'est le chemin qu'on a appelé celui de la Révolution verte. Eh bien, cette Révolution verte, on y est encore. Et donc, c'est quoi le principe de base? C'est des systèmes simples, s'appuyant très fort sur les intrants, et dont le seul objectif, c'est des systèmes monocritères, c'est l'augmentation du rendement. Voilà le cœur du système. Alors ce cœur du système, en fait, avec ce seul objectif qui est l'augmentation du rendement, il va créer un mécanisme qui va attirer les pesticides. On va semer tôt, de façon dense, on va utiliser des variétés hautement productives. Et là, je voudrais insister, parce que je suis généticien de formation, sur le rôle des variétés. En fait, c'est les variétés
qui, en grande partie, explique le besoin en pesticides. En fonction du choix variétal, vous allez avoir un besoin plus ou moins grand en pesticides et vous allez avoir des espérances plus ou moins hautes en rendement. Si vous choisissez des variétés à moins haut rendement, très souvent, vous avez besoin de moins d'intrants. Hein, donc, on ne peut pas généraliser, mais c'est quand même toute la sélection variétale de la fin du XXe siècle a été vers cette combinaison rendement, usage des intrants, optimisation de l'usage des intrants. On a parlé de la régulation des pesticides, mais la régulation, c'est en bas du schéma, la régulation de l'obtention variétale a aussi une influence sur le système. Hein, puisque si on favorise des variétés, c'est le cas par exemple en pommes, hein, vous connaissez peut-être la Pink Lady, on a travaillé là-dessus avec Gaëtan Van Lokeren. La Pink Lady, c'est une variété qui a été utilisée pour rentrer dans les boîtes des enfants et qui est très sucrée et de la couleur plaît à tout le monde. Elle est super consommatrice en pesticides. Donc ça, c'est génial, quoi. On n'a pas utilisé ça comme critère pour choisir la variété. Alors aujourd'hui, on doit passer 20 fois sur les pommes avec des pesticides. Voilà, c'est comme ça. Donc, en plus, le rendement, et là on est en bas à droite de l'autre côté, on est avec aussi une dimension culturelle. Pour un agriculteur, dans beaucoup de communautés d'agriculteurs, avoir un haut rendement, c'est la performance importante. Et c'est culturellement construit. C'est aussi construit par la formation. Hein, et donc, dans les écoles d'agriculture, alors je pense que ça bouge un petit peu maintenant, mais ceux qui sont maintenant aux commandes, ils ont été dans les écoles où on les a formés pour qu'ils aient les plus hauts rendements possibles, que ce soit en élevage ou en production agricole. Et donc, c'est culturellement inscrit, c'est techniquement faisable et c'est favorisé par le système. Qu'est-ce que vous voulez? Vous essayez d'avoir le plus haut rendement possible. Ce qui est complètement idiot parce que ce n'est pas le rendement qui fait votre revenu. En tous les cas, si c'est le revenu votre objectif, mettez le revenu au milieu du système et pas le rendement. Mais là viennent des problèmes aussi de recherche. C'est que la recherche, elle a aidé à ce processus-là pendant des années. Et la recherche, elle a aussi contribué à ça. Alors maintenant, on réoriente la recherche, notamment à l'INRAE, depuis le modèle Produisons autrement, mais il faut du temps pour que cette réorientation de la recherche ait un impact sur le système. D'autant plus que pendant que la recherche essaye de faire tourner le système autrement, le système de conseil reste extrêmement dépendant des firmes. Et donc, comme c'est dépendant des firmes, les firmes disent les trucs alternatifs, ça ne marche pas. Non, mais tu ne vas pas faire du bio, ça ne va pas aller. Attends, cette variété-là, tu ne vas rien avoir à la fin. Et tout ça. Donc, les alternatives ne sont pas légitimées. Les principaux conseillers des agriculteurs, je ne vous raconte pas, mais je vous raconte de façon sympathique parce qu'on est en fin de journée, mais ce sont les résultats de Guichard et collègues, hein, ce n'est pas moi qui dis ça. Donc les conseillers agricoles, ils sont reliés aux fermes, c'est ceux qui ont le plus la confiance des agriculteurs. Et comme les investissements coûtent très cher aujourd'hui en agriculture, les agriculteurs se spécialisent. Donc, ils se spécialisent, ils essayent d'avoir du rendement, ils sont conseillés par les gars des firmes qui sont aussi en conflit d'intérêts. Bon, vous voyez le truc. Et donc, le petit machin de l'INRAE et des CIVAM à côté, ça ne va pas changer le truc. Il y a deux flèches un peu rouges là pour dire on va dans l'autre sens. Bon, toutes les autres, elles sont de cette couleur-là. Donc, vous voyez qu'en fait, et je vous dis, il y a encore d'autres éléments que je n'ai pas pu mettre dans le schéma, mais la question du rendement est une question clé. Et si c'est le seul indicateur, tant que le rendement sera l'indicateur principal, il n'y a aucun espoir qu'on atteigne les objectifs d'Ecophyto. C'est simple comme bonjour, quoi. C'est évident, c'est comme ça. Le business a un rôle à jouer, la recherche et la connaissance aussi, et on manque d'alternatives aujourd'hui qui soient crédibles. Normal qu'on manque d'alternatives. On a développé pendant 100 ans le modèle dont je vous parle, et les modèles alternatifs, ça fait une vingtaine d'années qu'on le développe, et en plus avec des financements qui sont rikiki au niveau européen. Le financement du bio, c'est 15% des financements à la recherche. Donc les 85 autres %, ils vont à quoi? Au modèle de gauche, là. Bon, voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déverrouiller le système? C'est le truc qui m'intéresse, moi, de déverrouiller ces trucs. Bon, alors comment on fait? C'est pas si évident. Hein. Alors moi, j'ai une proposition à vous faire, parce que je me dis, tiens, puisque je viens les voir, je vais leur faire une proposition. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître IPAT. Est-ce que vous connaissez IPAT? Donc IPAT, c'est un modèle qui mesure l'impact pour les technologies. Donc ça veut dire que l'impact est fonction de la population, de l'affluence et de la technologie. En gros, si nous sommes beaucoup,
et que nous aimons bien rouler en voiture, et que les voitures consomment 5 litres au 100, ben, vous savez à peu près combien de litres de gasoil vous allez utiliser. L'affluence, c'est j'ai envie de rouler en voiture. Si vous roulez moins en voiture, vous allez consommer moins. Si technologiquement on fait des voitures qui roulent sur 2 litres au lieu de 5 litres, vous allez avoir moins d'impact. Et si la population diminue, vous avez moins d'impact. Si elle augmente, ça augmente. Modèle assez simple. La technologie, là je couple avec un modèle qui s'appelle le modèle ESR de Magret. La technologie, elle peut, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais je vous rappelle parce que c'est quand même 3 éléments qui sont importants dans notre réflexion. Elle peut soit viser à une plus grande efficacité, mieux régler les bus, mieux définir les quantités, efficiency. Deuxièmement, elle peut se baser sur la substitution, c'est le principe du bio, je remplace un pesticide chimique par un biopesticide. Ou bien, elle peut passer sur le redesign, la reconception, c'est-à-dire que je conçois mon système pour qu'il soit moins demandeur de pesticides. Je passe à des systèmes, par exemple, agroécologiques. En pesticides, je n'ai pas des tonnes d'exemples. En engrais, c'est par exemple le recouplage d'un système de production animale avec un système de production végétale. Ça, c'est une reconception. Okay. Alors moi, j'ai essayé de l'inventer pour les pesticides. Alors, il s'appelle Yetu. J'aurais bien voulu que ça fasse Yeti, mais ça n'allait pas. Yetu, alors il y a l'impact, c'est fonction de l'efficiency, comme toujours. C'est fonction de la toxicité, on l'a dit lors du premier exposé, on est tous d'accord là-dessus. Et c'est fonction de l'utilisation. Alors, l'utilisation, en fait, elle se décompose en 2 choses. Le choix de la production, est-ce qu'on produit des pommes de terre, ou est-ce qu'on produit du colza, ou est-ce qu'on produit de la prairie? Et le mode de production. Est-ce que je produis mon colza avec un modèle bio, un modèle agroécologique ou un modèle intensif? Attention, parce que quand on se focalise trop sur les pratiques, finalement, on regarde juste la partie mode de production, et encore, c'est même pas le mode de production, c'est les pratiques à l'intérieur d'un mode de production. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'ouvrir un peu la boîte. J'aime bien ouvrir les boîtes. Donc le choix de production, j'en ai déjà parlé, donc il faut que je vous parle des modes de production, que j'appelle aussi method of production, parce que mode en anglais n'a peut-être pas le sens qu'on voudrait. Alors nous, on a travaillé sur, là on est en Belgique, on a travaillé sur les céréales, on a regardé quels étaient les usages des pesticides sur les céréales. Je vous rassure, le -1, c'est juste pour que l'échelle soit lisible. On n'a pas trouvé de système qui enlevait des pesticides du système. J'ai oublié d'enlever le -1, excusez-moi, mais c'était pour faire plus joli. Et donc, vous voyez qu'ici, on a distingué, et ce n'est pas un truc qu'on a inventé sur un coin de table, c'est quelque chose qu'on a travaillé au départ, des données et de rencontres avec les acteurs de la chaîne de valeur. Donc, en fait, c'est des données qui sont vérifiées pour la Belgique. Vous voyez qu'en fonction de l'usage des pesticides, vous allez avoir différents modèles qui vont avoir des rendements différents. Et il n'y a pas de miracle. Plus vous utilisez des pesticides, plus vous augmentez vos rendements. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je n'ai jamais contesté ce point-là et ça va. Mais ce n'est pas du tout un problème de produire moins. Donc ça, j'insiste là-dessus. Tout ce discours sur il faut maintenir les quantités qu'on produit aujourd'hui, c'est un discours qui fait abstraction des usages. Donc la discussion sur les quantités produites doit absolument être couplée avec une discussion sur les usages. En Belgique, nous utilisons 9% de nos céréales pour faire de la farine, 40% pour nourrir nos animaux, 30%, ça ne va pas tomber juste, mais ce n'est pas grave, pour faire des biocarburants, et on en exporte encore 13%. OK? Donc, en fait, quand je dis aux gens, vous savez qu'on met les pesticides sur des trucs qu'on va faire des biocarburants avec, les gens me disent « Ah, mais pourquoi est-ce qu'on met des pesticides ?»« Ah, ben c'est pour avoir le rendement. » Il fallait bien écouter au début. Le rendement, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Donc, voilà un peu le modèle. Et donc, la question, c'est quel est le mode de production qu'on choisit? Parce que, bien sûr, en fonction du mode de production qu'on va choisir, l'équation ici va se résoudre de façon différente. Et donc, si je travaille sur un mode de production qui est moins consommateur en pesticides, ben, à ce moment-là, je vais avoir une utilisation des pesticides qui va diminuer et mon équation d'impact va s'améliorer. Si je ne me suis pas trompé dans mes équations. Okay? Et donc, aujourd'hui, en Belgique, il y a 17% des agriculteurs qui sont dans le modèle intensif conventionnel. Ceux-là vont disparaître, c'est ce qu'on appelle les drogués des rendements. Il y en a 3% qui sont en bio, en céréales, donc c'est quand même pas grand-chose. Et 71% qui sont dans le modèle sustainable conventional. OK? Donc, vous voyez un peu comment ça se distribue. L'idée, c'est, si ces 71% descendent un peu vers l'agroécologique, eh bien, à ce moment-là, on résout une partie de notre problème de pesticides. Si c'est un problème. Alors, un autre exemple, c'est un travail qu'on a fait avec le réseau Endure et notamment Antoine Messiaen.
Ici, c'est un travail qu'on a fait sur l'usage du glyphosate. Alors ici, on n'est plus à l'échelle de la Belgique, on est à l'échelle de l'Europe, pour voir un peu comment on utilise le glyphosate. Parce qu'il y a plein de débats sur le glyphosate, mais c'est comme si le glyphosate, c'était glyphosate, quoi. Mais en fait, le glyphosate, la question, c'est si je veux en changer l'usage, il faudrait savoir à quoi j'utilise. Et en fait, quand on regarde à quoi on l'utilise, ben, il y a plein d'usages du glyphosate. On peut l'utiliser dans des systèmes manuels, on peut l'utiliser dans des systèmes pérennes, on peut l'utiliser dans des prairies. Dans les systèmes manuels, on peut par exemple l'utiliser pour éliminer des plantes de couverture. Et là, on tombe sur le gros problème de l'agriculture de conservation, hein, parce que maintenant, alors ça, c'est le gros problème aussi de l'agriculture, c'est que c'est devenu, comment dire, people, ça passe à la télé maintenant, l'agriculture. Ça, il ne manquait plus que ça. Donc maintenant, chacun vient dire qu'il a le modèle qu'il faut, c'est permaculture, puis c'est bio, agro, les gens ne savent plus quoi. Maintenant, ils ont trouvé agriculture conservation, tout le monde est d'accord, c'est génial. Bon, voilà, c'est super, c'est le truc à la mode maintenant, c'est ça. En plus, il y a les COP, alors l'agriculture conservation, on va séquestrer du carbone. Le titre du grand journal économique, il y a 2 semaines en Belgique, c'est « Je mets 1,5 kg de carbone dans chaque kilo de farine ». C'est faux, quoi. C'est juste faux. Le type, il a juste vendu un truc, c'est faux. C'est juste faux. En plus, pour ça, il doit mettre du glyphosate. Bien sûr, il ne l'a pas dit en première page de la Gazette. Mais donc voilà. Mais oui, mais ça va être une de mes conclusions, c'est que si on n'est pas transparent et un petit peu complexe, ici, je vous montre l'exemple du glyphosate. Donc, avec le réseau Endure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un inventaire de l'usage du glyphosate en Europe avec tout un réseau de correspondants dans les différents pays européens, de l'Estonie jusqu'au sud de l'Europe. Et puis, au départ de ça, on a demandé quels étaient les usages. Et donc, maintenant, on a une idée de à quoi ça sert du glyphosate. Et maintenant, il faut prendre chacune des cases et de se dire, ben, tiens, pour cette case-là, comment est-ce qu'on fait? Où est-ce que ça coince? Et c'est ça. Alors, moi, je n'ai pas fait case par case. Mais au moins, on a une photographie un peu plus compliquée. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, puisque j'ai choisi l'échelle européenne, continuons, quoi. Donc, inspiré sans doute par la France, le projet Farm to Fork, maintenant, c'est pour 2030. On va diminuer les 50% les pesticides, non pas en France, mais en Europe. Donc ça, c'est super. On va en même temps augmenter de 25% le bio. Non, mais moi, je trouve que c'est vraiment... Alors, je dis ça avec un sourire, mais c'est un sourire un peu triste, quoi. C'est un sourire de clown triste, parce qu'en fait, c'est ça les objectifs. On doit le faire. On l'a expliqué. On doit le faire. Donc, la question n'est pas de rigoler, de se dire on ne le fera pas. La question est de dire mais comment on fait pour le faire? Et donc là, le gros truc, super intéressant, que les Français ont essayé de le faire, ils sont plantés. Donc là, c'est bien le titre de ce qu'on m'avait donné comme titre, quoi, learning. Il y a du learning quand on rate. Les Américains, ils adorent d'ailleurs apprendre des échecs. Alors, il y a des éléments d'espoir. Hein. Il y a Munich. Munich, ben, quand même... ils ont fait un super boulot à Munich sur une réflexion sur l'eau. Eux, ils ont pris le truc à l'envers. Ils ont dit l'eau, quand il y aura des pesticides dedans, on va devoir... Oui, il me reste de dire. Quand il y aura des pesticides dedans, on devra l'enlever. Et donc, on pourrait faire à l'envers. On pourrait faire un deal avec les agriculteurs de la région pour qu'ils n'utilisent pas de pesticides. S'ils n'utilisent pas de pesticides, nous, on ne devra pas nettoyer l'eau. Et donc ça, c'est l'exemple de Munich. New York s'est lancé dans la même démarche, donc je vous ai mis le papier de référence là-dessus. Donc là, mais ça, c'est des approches territoriales. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des approches territoriales qui pourraient être vraiment intéressantes. Et là, j'insiste, ce n'est pas la porte d'entrée des agriculteurs qui vont nous permettre de réussir. Donc ça, c'est clair et net. Le seul message, je voudrais dire un truc de mes histoires, c'est ça. Les agriculteurs tout seuls, ce n'est pas possible. Ça sert à... Enfin, on perd son temps. Bon. Voilà. Alors, il y a un motif de désespoir, c'est le soja, bien sûr. Le soja, nous importons des millions de tonnes de soja, à peu près 30 millions de tonnes de soja par an en Europe. Alors, avec le WWF Europe, enfin, avec les différents WWF en Europe, on est en train de faire un guide sur la viande. On a réussi, enfin, avec des approximations, à faire des estimations de la quantité de soja qu'il y a dans les différents produits animaux. Hein, donc, de pesticides, excusez-moi, pas de soja. Donc, on peut montrer, par exemple, que dans 1 litre de lait, il y a entre 0,2 et 0,3 grammes de matière active. Donc, quand vous achetez 1 litre de lait, il y a 0,2 à 0,3 grammes de matière active qui ont été utilisées au Brésil, en Argentine, aux États-Unis, pour produire le soja qui est dans votre litre de lait. Et le but est de faire prendre conscience aux gens que, voilà, c'est comme ça, et que tous les laits ne sont pas équivalents. Hein. Vous voyez, là, à droite, c'est un lait français, à gauche, c'est un lait belge fait à l'herbe, au milieu, et à droite, c'est un lait belge, à gauche, c'est un lait belge classique. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes structures d'élevage, et donc ce n'est pas les mêmes contenus en matière active. Et on a fait ça pour
plus de 200 produits animaux en Europe, qui permet de... Parce que on parlait de déforestation importée. Ben, le pesticide importé en soja, c'est dingue. Hein, donc, et là, il y a un lien avec les OGM. Donc, OGM, soja, essentiellement au Brésil et en Amérique latine, usage de pesticides, etc. Voilà. Donc, pour conclure, je vous ai mis tout ce que je pensais après, donc ça n'a pas de lien avec ce que j'ai dit avant, mais c'est pas grave. La première chose, c'est qu'il faut changer de métrique. Donc, clairement, le rendement, c'est has-been. Et donc là, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Tim Benton, qui a été UK Champion for Food Security. Tim est vraiment un gars super sympathique. Et il a proposé un autre indicateur qui me semble assez évident et qui marche aussi bien au nord qu'au sud. C'est le nombre de personnes que je peux nourrir par hectare de façon saine et durable. Et je pense que pour les agriculteurs, ce serait sympa de savoir, de dire, ben moi, je peux, avec ma production, nourrir 60 personnes, 65 personnes à l'hectare, 250, 2500, je ne sais pas. Mais on pourrait calculer ça. Hein? Et donc, on aurait quelque chose qui remplacerait le rendement. Deuxièmement, il faut construire à court terme et à long terme en même temps. Je vous ai dit que les alternatives n'étaient pas crédibles. Les alternatives ne sont pas crédibles parce que les alternatives crédibles, on les aura dans 5 ou 10 ans. Et il faut continuer à travailler sur ces alternatives crédibles à grande échelle. Mais en même temps, il faut travailler à court terme sur les déverrouillages du système et notamment les aspects où les pouvoirs publics peuvent faire quelque chose. Troisième élément, il faut défocus. J'ai inventé peut-être un mot, unfocus, là, mais il faut arrêter de se focaliser sur les champs, les pratiques et les agriculteurs. Ce n'est pas là qu'est le cœur du problème. En tous les cas, pas que là. Et que là, on est beaucoup. C'est comme les enfants quand ils jouent au foot. Quand ils ont 5 ans, ils sont tous autour du ballon. Et on leur explique qu'après, il ne faut pas être tous autour du ballon, il faut qu'il y en ait qui soient devant, derrière Mbappé, tout ça. En France, on avait bien compris ça. Donc, il faut le faire. Pour les pesticides aussi. Non, on n'a pas compris. Mais en pesticides, on est mieux. Mais en ballon football, ça ne va pas. Il faut une approche systémique des lock-in, je vous l'ai expliqué, et il faut coordonner l'action avec les différentes communautés d'acteurs, et notamment, je pense qu'il faut un dialogue avec les firmes qui fournissent les intrants et avec les firmes qui achètent les produits. Le consommateur fait pression aujourd'hui, donc les firmes se posent des questions. Je pense qu'il y a un dialogue possible avec les firmes qui achètent les produits en disant est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre moins de pesticides ? Si le WWF fait des guides viande où il va dire le nombre de grammes de pesticides qu'il y a dans les trucs de viande, je suis sûr que ça va bouger. Je suis sûr que ça va bouger. Et troisièmement, il faut de la transparence sur le contenu en pesticides des produits finaux. Et je pense que là, moi, quand des gens du gouvernement me disent « mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je dis ben, « vous arrêtez la publicité pour les produits alimentaires. » Parce qu'attends, vous regardez TF1 après le journal, là, parce que nous, on a TF1 aussi. Waouh! La dame dans le truc tout sombre en train de taper sa pizza, là. C'est vrai que la pizza Dr Oetker à 2,50 €, c'est une dame dans une pièce toute sombre qui l'a faite. Les sacs de chips Lay's où il est marqué « handmade », ils ont fait à la main, les chips. Non, mais, alors le consommateur, il rêve le soir devant sa télé. Si au lieu de ça, on lui disait en dessous, comme il est marqué, c'est gras, on lui mettrait en dessous, ça consomme autant de pesticides et ça envoie autant de kilos de carbone sur la planète, ça changerait vite, hein. On n'en aurait plus du tout des pubs pour ces trucs-là. Donc, mais je dis pas ça en rigolant, parce que cette transparence, on en est responsable aussi, cette transparence du système alimentaire. On est presque responsable comme des lanceurs d'alerte qui ne lançons pas d'alerte. Nous, on sait qu'il y a des pesticides dans les produits. Qu'on a utilisé des pesticides par le produit, mais on ne le dit pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Bon. Donc, le chemin est encore long, et le pauvre cow-boy, mais ça, c'est aussi un Belge. Bon, voilà. Je vous ai mis les références des papiers et je vous mettrai la présentation, je suppose qu'elle sera donnée, mais je la mettrai sur le site ce soir de Citra, notre petit site de l'équipe, comme ça, vous pouvez la voir tout de suite. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Philippe. Vous avez vraiment su captiver notre attention, maintenir notre attention en cette fin d'après-midi, tant par le fond de votre propos que par la forme et par votre humour belge, apprécié de tous. Ah, c'est pour ça qu'on On va prendre quelques questions dans la salle. Oui, je vous remercie de cette présentation.
Je me posais la question parce qu'on est, on est confronté à ça dans un changement avec, sur la filière de bananes et exportation. Et effectivement, les verrous ne sont pas tant agro-techniques qu'organisationnels. Et je me demandais si dans votre équation, si je peux me permettre, on ne pouvait pas ajouter, ou s'il ne manquait pas, l'aspect valorisation, l'aspect du consommateur, l'aspect du prêt à payer plus. Parce que là, on est dans un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'on produit moins, ça coûte peut-être un peu plus cher aussi, parce que l'agroécologie, etc., etc. Et au final, le consommateur, il est toujours prêt à payer moins cher. Il n'est jamais prêt à payer plus. Donc voilà, comment en fin de compte, on valorise les changements techniques qui font bouger un système vers moins de pesticides, etc. Alors, vous avez raison sur cet enjeu consommateur. Il est là, en fait, parce que le choix des productions et méthodes de production, c'est en partie défini par le marché. Mais c'est vrai qu'on devrait alors mettre encore une couche en dessous. Je pense que vous avez raison. Alors, le consommateur n'est pas spécialement... C'est pas vrai. Cette idée que le consommateur ne veut jamais payer plus, c'est pas vrai. On a mis dans la tête du consommateur qu'on peut acheter de la viande à 4 € et qu'une banane est à 1 €. Donc sur la banane singulièrement, il y a des travaux de mes amis du BASIC à Paris. Donc le BASIC, c'est le bureau d'analyse sociétale qui ont travaillé sur la banane au niveau européen, qui ont montré qu'il y a eu une guerre de la banane à 1 €. Ils voulaient la banane à 1 €. Et donc il y a eu une guerre pour casser les prix au niveau européen. Et donc, c'est un choix de dire, on aurait pu faire la guerre de la banane à 3 €, mais on l'a fait à 1 €, parce que c'est un produit d'appel. Donc, quand on a des produits d'appel comme ça, c'est un choix du marketing, c'est pas un choix du consommateur. C'est comme le lait, c'est un choix du marketing, c'est pas un choix du consommateur. Aujourd'hui, les grandes surfaces gagnent sur le chocolat et sur le coca, parce qu'ils gagnent plus sur le lait, sur la viande ou sur la banane, parce qu'ils ont fait le choix d'en faire des produits d'appel. Donc là, et ils sont coincés maintenant, parce qu'ils ne gagnent plus assez sur le chocolat, donc c'est un cata. Bon, mais c'est pas grave. Mais donc, donc moi, je me méfie quand même du discours, le consommateur veut toujours acheter à bas prix. Surtout que le consommateur paye 3 fois sa nourriture, une fois au magasin, une fois dans ses impôts, et une fois quand il va à l'hôpital, et une fois quand il paye son eau. Donc il paye 4 fois, en fait. Donc finalement, si on lui expliquait tout ça, il serait peut-être prêt à payer plus cher. Donc il y a une question de transparence, mais il y a un truc fascinant. J'ai rentré un projet européen, c'était la semaine passée qu'on pouvait rentrer. Il y avait un appel sur le vrai prix de la nourriture. J'ai appris aujourd'hui qu'on était le seul consortium à avoir rentré. Donc vous imaginez qu'il y a un appel européen sur le vrai prix de la nourriture, il y a un seul consortium qui rentre. Et il y a d'autres trucs où il y a 20 consortiums qui ont postulé. Donc cette question du vrai prix de la nourriture, et il y a un réseau mondial qui travaille là-dessus, le réseau TIB et puis avec TCA aussi. Et donc voilà, pour moi c'est un vrai défi, c'est quelque chose qu'on doit enseigner à nos étudiants ou à nos chercheurs, ce travail sur le prix. La construction du prix, moi je n'ai pas appris ça comme ingénieur agronome, je n'ai pas appris ça à l'école. C'est quand même dingue, c'est quand même ça qui fait tourner le système qui est verrouillé aujourd'hui. Oui, merci pour votre exposé. Vous parlez de déverrouillage, mais... pardon. Merci pour votre exposé. Vous parlez de déverrouillage, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le périmètre de ce déverrouillage ? Est-ce que c'est un déverrouillage global au niveau de l'ensemble des marchés, de l'ensemble des filières ? Et vous indiquez que vous imaginez un déverrouillage court terme, vous avez dit quelques années, c'est ça ? Est-ce que ça, est-ce que c'est réaliste ou est-ce qu'il faut envisager des déverrouillages sur des périmètres plus réduits? Alors d'abord, une petite précision théorique sur le concept de déverrouillage. Donc le système est verrouillé à cause d'une accumulation de barrières en interaction. Donc le verrouillage, c'est le système qui est verrouillé, et il y a une série de barrières qui contribuent à ce verrouillage. Donc on pourrait lever les barrières les unes après les autres et essayer comme ça de déverrouiller. Mais on sait que c'est très difficile, il vaut mieux... Enfin voilà. Donc, alors pour répondre à votre question, on l'a travaillé en Belgique sur la question des pesticides à la demande du ministre belge de l'Environnement. Et après avoir fait un truc global, on a tout de suite dit au ministre, écoutez, on ne veut plus faire ça, il faut le faire par secteur. Parce qu'en fait, c'est par secteur que les acteurs se connaissent.
Donc si les acteurs ne se connaissent pas, il n'y a pas de dialogue possible. Et on voit qu'ici, il faut quand même mettre les acteurs autour de la table. On a mis les acteurs autour de la table. Je me rappelle de la première réunion céréales, ils ne s'étaient jamais vus. Le type qui faisait les biocarburants, il n'avait jamais vu de sa vie un meunier. On les avait invités tous les deux, ils ont commencé à parler, et ils ont même fait des trucs ensemble après. Et donc, je pense que c'est par secteur que ça doit se faire. Et quand je dis par secteur, c'est entre acteurs qui se connaissent. Hein, et donc là, on a un nouveau projet qui commence, et on s'est dit, est-ce qu'on fait 3 communautés? C'est sur la transition protéinique en Belgique. Est-ce qu'on fait 3 communautés, une seule communauté, et on est en train de faire une cartographie d'acteurs pour voir qui se connaît, et c'est les paquets qui se connaissent qu'on va travailler avec eux, et étudier les verrouillages avec eux. Donc pour vous répondre, c'est ça. Alors court terme, long terme, pourquoi? Parce qu'une partie des éléments de verrouillage sont vraiment dépendants du chemin, et donc on sait qu'ils mettront du temps à se déverrouiller. Dans le monde de la recherche, on sait que développer des nouvelles variétés, etc. Donc une prise de conscience des temporalités est vraiment importante. Et là, les travaux, par exemple, si vous regardez les travaux du GIEC sur le climat, vous verrez qu'ils articulent plein de temporalités différentes, en fait. La circulation du Gulf Stream et l'albédo glaciaire, ce n'est pas les mêmes temporalités. Je pense que nous, on devrait apprendre aussi, quand on travaille sur les systèmes agricoles et alimentaires, quels sont les degrés de temporalité. On pourrait replacer, ça pourrait être un exercice si on avait des étudiants, je ne sais pas s'il y en a, mais moi, je leur aurais demandé après, replacer tous les exposés de la journée et demie sur une table de temporalité. Qu'est-ce qui est sur le temps long, qu'est-ce qui est sur le temps court, qu'est-ce qui est sur le temps moyen. Donc pour moi, il y a une espèce de graphique avec la temporalité en abscisse et les acteurs en ordonnée, et il faut un petit peu voir comment on fait. Ah, ça c'est la grosse question. Ça c'est la grosse question, et c'est le verrouillage de l'agroécologie. En fait, l'agroécologie n'a pas de gouvernance. Et donc le gros problème, c'est que l'agroécologie s'imagine comme un truc un peu, j'ose pas dire hippie, parce que j'en ai pas été, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, on emploie des mots comme co-innovation, co-construction et tout ça, mais on sait très bien qu'à ces échelles-là, ça ne va pas suffire. Et alors qu'il y a une gouvernance par le marché sur le modèle rendement du passé, où là, il y a une gouvernance, là, nous, on n'en a pas. Mais remarquez, j'en ai parlé une fois avec Hervé Guillaumard, il me dit, moi, je suis complètement démuni parce qu'il y a 30 ans, quand j'ai... Enfin, même plus pour Hervé, 40 ans quand j'ai commencé, les flux de commodities agricoles, c'était gouverné par les pays. Et donc, il y avait des statistiques de pays. Maintenant, il n'y a plus de statistiques de pays. C'est Cargill, c'est d'autres qui font les flux. Et donc, on n'a plus... Moi, je suis en train de travailler sur le secteur céréales à l'échelle de la Belgique. On produit 1 800 000 tonnes, on importe 7 200 000 tonnes. On n'importe pas 7 200 000 tonnes. Il y a 7 200 000 tonnes qui passent par Anvers. Ah, mais après, ils vont où? Personne ne sait. Même Cargill ne le sait peut-être pas. Même eux ne le savent pas. Et donc, le problème, c'est qu'on est passé d'une gouvernance étatique sur les produits agricoles à une gouvernance marché. Maintenant, il faut une coordination. Mais je pense qu'il ne faut pas se résigner. Et puis, la science politique, le management, ça fait partie des sciences de l'agronomie. Et donc, je suppose qu'il y a des collègues qui travaillent là-dessus, qui vont nous dire comment il faut faire. Moi, je ne désespère pas, mais il faut leur donner plus de moyens et il faut plus parler avec eux. Sans rire, ça fait longtemps que je le dis, mais moi, je reste un bio-ingénieur qui... En fait, on a besoin de bio-ingénieurs pour les aspects techniques, mais on a besoin des gens des sciences sociales, de Sciences Po, etc., pour les aspects gouvernance. Et il faut qu'on continue le dialogue. Et des économistes. Un des problèmes chez nous, c'est qu'on a peu d'économistes qui s'intéressent aux aspects agricoles. C'est vraiment terrible, terrible. Ils sont tous dans d'autres mondes, ils ne sont pas à l'agriculture. Et je pense que dans le Sud, c'est aussi un enjeu. C'est que des économistes s'intéressent aux aspects agricoles. Ils s'intéressent au téléphone, aux voitures, à l'énergie, à la mobilité. Tout ça, ça les intéresse. Mais quand on leur parle de trucs agricoles, ils disent « Non, moi, je fais mon jardin. » Ben oui, mais je dis « Attends, c'est un vrai enjeu. » Ouais, mais c'est compliqué. Il n'y a pas de données. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Philippe avant de clôturer cette journée? Si ce n'est pas le cas, si, là-bas, Nathalie. Si vous êtes enseignant ici, le logiciel s'appelle Cumu, c'est gratuit et ça fait des beaux dessins. C'est des Flamands qui ont inventé ça. C'est pas une question, c'est simplement une remarque sur les flux.
quand je m'intéressais beaucoup aux produits chimiques, les seules entreprises qui connaissaient les flux de produits chimiques, ce n'étaient pas les très grandes entreprises de produits chimiques, c'était les multinationales du transport logistique. Et elles ont c'est elles qui maîtrisent pour les très grandes entreprises de chimie les flux, et elles ont des logiciels et des spécialistes en droit, etc. Et c'est là où se situe cette connaissance-là. Et on peut faire l'hypothèse que pour les agricultural commodities, ce soit aussi le cas de ces multinationales de la logistique qui sont des acteurs que l'on voit peu. Et pour le coup, pour Cargill, elle a des subsidiaries qui font ça. Et je pense que cette connaissance, elle est là. D'accord. Et je pense que, merci pour l'information, et je pense qu'il y aurait un intérêt, mes collègues du BASIC et de l'IDRI travaillent un peu là-dessus sur les céréales en France, moyennant des accords de confidentialité, ces firmes seraient même elles-mêmes intéressées d'avoir un peu plus de prospectif. Parce qu'elles sont en train de travailler un peu à l'aveugle, et elles se rendent bien compte, comme nous, que le monde change. Et donc, il pourrait y avoir un intérêt à travailler avec eux dans le respect des non-conflits d'intérêts et d'un peu d'horizon. Mais je pense qu'il y a vraiment... Il ne faut pas désespérer, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là qui est complémentaire. Alors, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout travailler sur les pratiques. Je dis que l'équilibre aujourd'hui entre les pratiques et ce qu'on fait sur le système est pas bon, quoi. Pas bon. On n'est pas assez à l'attaque et on est trop tous autour du ballon. Et d'ailleurs, en regardant ça, je vous ai mis le papier qu'on avait fait avec Gaëtan en 2009, et ça m'a fait rire en préparant l'exposé ce matin que j'avais mis en dessous. Regardez, c'est la dernière référence. Et dedans, il n'y a pas lock-in. Moi, dans ma tête, on avait mis lock-in. Et en fait, c'était lock-out. En fait, ce qu'on disait à l'époque, c'est que la biotechnologie faisait un lock-out sur l'agroécologie. Et donc, le phénomène de lock-in, il implique aussi un phénomène de lock-out. Hein. Ça veut dire que s'il y a un système qui se verrouille sur lui-même, ça veut dire qu'il exclut les autres systèmes et qu'il empêche les autres systèmes de se développer. Et donc, cette balance entre lock-in et lock-out reste un point assez important à réfléchir, je pense. Voilà.